Bonsoir tout le monde. Nous allons passer à l'appel des membres. Madame Luciani. Bonsoir. Monsieur Moutet. Présent. Monsieur Cabri. Présent. Madame Martedu. Monsieur Domas. Madame Leroy. Monsieur Cotémoine. Madame Effession. Monsieur Landa. Madame Samazan. Monsieur Richard. Madame Quenet. Madame Guffon. Monsieur Albérigo. Monsieur Dumay. Madame Blatcher-Graffin. Monsieur Michel. Madame Gauthier. Monsieur Kopp. Moi-même, Monsieur Delvallée. Monsieur Déon donne procuration à Monsieur Domas. Madame Sintès. Madame Papa donne procuration à Madame Leroy. Monsieur Lupi. Madame Ferrard. Monsieur Papazian. Madame Gagliardi donne procuration à Monsieur Lupi. Monsieur Prior. Monsieur Malfato donne procuration à Monsieur Chable. Madame Ambrogio. Madame Legon donne procuration à Madame Ambrogio. Monsieur Chable et Monsieur Basile. Merci Madame Luciani. Nous allons procéder à la nomination d'un secrétaire ou d'une secrétaire de séance. Je propose Madame Luciani. Y a-t-il d'autres propositions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Je vais vous faire quelques petites annonces. Alors, la disposition de la salle du conseil municipal, afin de répondre aux directives gouvernementales pour faire face à la pandémie du coronavirus, nous avons dû organiser, pour respecter les restrictions sanitaires et les distanciations, et plus particulièrement dans l'organisation des séances du conseil municipal. C'est la raison pour laquelle j'avais choisi la salle du pôle culturel dans une configuration de type salle de classe permettant d'assurer la sécurité de tous. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans cette obligation. J'ai donc pris la décision de modifier la disposition de la salle, comme vous pouvez le constater. Cette disposition nous permet de revenir à une organisation plus traditionnelle et plus conviviale dans les échanges entre les conseillers municipaux. Je vais passer à la présentation d'un nouveau conseiller municipal. À la suite de démissions en cascade de Madame Tatiane Guien, de Monsieur Thierry Pomerel et Madame Charlène Catin, je tiens à vous présenter officiellement Monsieur Floréal Prior, qui rejoint le groupe d'opposition Tous pour la ville que nous voulons et qui assiste donc ce soir à son premier conseil municipal en tant qu'élu. Je lui souhaite ce soir, au nom du conseil municipal, la bienvenue parmi nous. Si vous voulez bien récupérer un petit micro, Monsieur Prior, je vais vous laisser vous présenter. Merci Bernard, ou dois-je dire Monsieur le maire, je ne suis pas habitué au protocole en vigueur ici. Voilà, je me présente brièvement. Alors, Floréal Prior, je suis né à Cuers il y a pas mal de temps. J'ai toujours vécu dans ce village. J'ai fréquenté Jean Jaurès et La Ferrage. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Que vous dire de plus? Je suis retraité. Auparavant, j'étais cadre à la caisse d'assurance maladie du Var. Voilà. Merci pour Monsieur Prior. votre accueil. Madame Luciani, non, c'est après. On va passer au procès-verbal de la séance du 2 mars 2023. Y a-t-il des observations? Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Les décisions du maire, Madame Luciani. Alors 2306, autorisation de signature d'un bail pour un local commercial passé avec la société GRCM Le Petit Sud-Ouest. 2307, demande d'aide financière à la région Sud au titre du contrat Nos territoires d'abord 2022-2027 dans le cadre de la restructuration du groupe scolaire Jean Jaurès. 2308,
Décision d'ester en justice. 2309, liste des marchés passés au titre de la période du 15 mars 2023 au 12 avril 2023. Merci. Nous allons passer à l'ordre du jour. Je pense que tout le monde l'a lu. Donc nous allons passer à la délibération numéro 1. Approbation de la modification numéro 2 de droit commun au plan local d'urbanisme. Je passe la parole à Monsieur Robert Domas. Merci, bonsoir. Considérant que le dossier de modification de droit commun numéro 2 du plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé dans la mesure où le dossier a été amendé conformément aux réponses de la commune, aux avis des personnes publiques associées évoquées ci-dessous et aux rapports et conclusions du commissaire enquêteur, que la commission numéro 3, développement et aménagement du territoire service technique, a été consultée le 13 avril 2023. Je rappelle à l'Assemblée que les personnes publiques ont été consultées préalablement à l'enquête publique afin de rendre des avis sur le dossier annexé au dossier d'enquête. La direction départementale des territoires et de la mer a formulé plusieurs remarques auxquelles nous pouvons répondre de la manière suivante. Premièrement, sur le choix de la procédure. Concernant le conditionnement de l'ouverture à l'urbanisation des zones 2AU à une procédure de révision, nous allons ajouter cette précision. En effet, l'article L153-31 du Code de l'urbanisme précise « Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les 6 ans suivant sa création, n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisition foncière significative de la part de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier. » Deuxièmement, la procédure de modification crée 3 zones d'urbanisation futures différées. La zone 2AUC de Saint-Pierre en lieu et place de la zone 1AUB. La zone 2AUE du quartier du Pouvrel en lieu et place de la zone 1AUEB. La zone 2AUD des Rayoles en lieu et place de la zone UCH. Il sera donc possible de les ouvrir à l'urbanisation dans le cadre d'une procédure de modification du PLU pendant 6 ans, comme pour les autres zones 2AU créées par le PLU du 23 mars 2017. Troisièmement, développement de la mixité sociale. Nous ajustons le pourcentage de logements sociaux par rapport aux projets présentés en enquête publique dans les zones UA, UB, UBB, UBLS, UC, UCA, UCLS et 1AU à 40% au lieu de 30% conformément aux exigences des services préfectoraux. Seule la zone UBA des Péreguins conserve son pourcentage de logements sociaux en raison de la convention à venir avec l'aménageur. En revanche, nous avons maintenu nos dispositions relatives à l'uniformisation des taux prises en matière de développement de la mixité sociale dans l'ensemble des autres zones. Le secteur AA, nous diminuons à 1400 m² d'emprise maximale les possibilités de nouvelles constructions à destination des activités de restauration, d'hébergement hôtelier, conformément aux échanges que nous avons eus avec Monsieur le Préfet et la Chambre d'agriculture. Nous réaffirmons cependant que la Commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers s'est effectivement prononcée sur le projet initial en 2016, mais elle a de nouveau été saisie pour cette procédure de modification. Le projet est circonscrit sur la propriété du Mas du Lingousto, entre l'avenue Eugénie et Henri Majastre et la ripisylve du Miège-Pan. Il porte sur un secteur d'1,8 hectare largement arboré et intégré dans son contexte environnant. Il présente un grand intérêt pour notre territoire en venant compléter l'offre d'hébergement touristique en direction du tourisme vert et durable. L'appréciation de la taille et de la capacité d'accueil limitée d'un projet doit être réalisée au cas par cas.
Cet hôtel-restaurant réputé a une capacité d'hébergement d'environ 40 à 50 personnes, une salle de restaurant de 80 personnes, une vaste terrasse ouverte l'été. Le projet viendra compléter l'activité existante. La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, CDPNAF, a émis un avis défavorable à la majorité sur la modification du règlement de secteur AA. Nous pouvons répondre à cet avis de la manière suivante. En complément de notre réponse à l'avis de la DDTM, nous allons limiter la hauteur des constructions autorisées dans le secteur AA à 7 mètres, ce qui correspond à du R+1, et autoriser les parkings uniquement non imperméabilisés. La Chambre des métiers a émis un avis défavorable. Favorable, pardon. Ouais, c'est l'euphorie. La Chambre d'agriculture a émis un avis favorable sous réserve. Nous pouvons répondre à cet avis de la manière suivante. Lors de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser, nous travaillerons aux côtés du ou des agriculteurs impactés pour maintenir le potentiel de production. Nous rappelons que lors de l'élaboration du PLU approuvé en 2017, nous avons travaillé finement le tracé des zones agricoles. Ainsi, 43 hectares de zones agricoles ont été créés sur des terrains anciennement classés en zone ND du POS. Il y avait 2 cas de figure qui ont justifié ce changement de zonage. Le premier, les terrains ont été identifiés dans le cadre d'une analyse sur le potentiel de reconquête agricole. C'est le cas autour des collines permiennes, au sud de la commune, au lieu dit La Mort, La Muée, La Baïole, ou sur quelques parcelles au Pradé et au Weiss, quartier des Pradés. Dans ce cas de figure, le changement de zonage est souvent accompagné d'un déclassement d'espaces boisés classés pour autoriser la remise en culture. Les terrains sont déjà cultivés ou en partie cultivés, friches agricoles récentes. C'est le cas au lieu dit les granges, les cadenettes et les enduits. Dans ce dernier cas de figure, il s'agit d'une requête d'un exploitant. En ce qui concerne les remarques sur le projet du secteur AA, se reporter à nos réponses aux avis de la DDTM et de la CDPNAF. Les autres personnes publiques associées à la procédure qui ont été destinataires du dossier n'ont pas émis d'avis. À la fin de l'enquête, le commissaire enquêteur a remis ses conclusions et un avis favorable avec les recommandations suivantes. Poursuivre la pédagogie de la commune vis-à-vis des habitants, s'agissant de la nature des enquêtes publiques à venir, pour éviter des erreurs de compréhension et des attentes pleines de désillusions. Informer davantage les habitants de la commune sur la non-réduction du potentiel agricole de la commune, car au travers de l'enquête, j'ai constaté que cette idée était trop répandue. De plus, dans son rapport, il émet un avis favorable à certaines requêtes. Ainsi, le projet de modification numéro 2 du PLU est modifié de la manière suivante. L'emplacement réservé 69 est réduit. Correction de petites coquilles relevées dans la notice explicative. Le nom de l'avenue concernée par l'emplacement réservé numéro 7 est corrigé. Dans la notice explicative, la résidence Loubasidou est ajoutée à la liste des hébergements touristiques existants en précisant que c'est une structure qui s'adresse à une certaine catégorie de personnes. 2 parcelles dans le quartier des Rayoles, initialement classées dans le projet en zone 2 AUD, sont classées en zone UC. Merci, Monsieur Domas. Juste, je vous rappelle, la modification de ce PLU est une promesse de campagne avec les 2 objectifs suivants. Le premier objectif, fin de la bétonisation de Cuers. Le deuxième objectif, baisse des logements sociaux et priorité aux Cuersois. Je vais maintenant faire une interruption de séance pour donner la parole au cabinet BGAT qui nous a assistés pendant toute la procédure et représenté ce soir par Madame Gaëlle Cam. Donc Madame Cam va vous présenter le contenu et la procédure de cette modification. Donc je suspends la séance et je laisse la parole à Madame Gaëlle Cam.
C'est bon. Bonsoir à tous. Donc, je me présente Gaëlla Cam. Je représente donc le cabinet BGAT qui a réalisé les documents techniques de cette modification numéro 2 du PLU. Très bien. Donc, cette procédure a été engagée en 2021, exactement le 29 juin 2021, par arrêté municipal, hein, comme toute procédure de modification. Et ouais, que je me mets devant. Voilà. Je vais me mettre ici. Donc les objectifs qui étaient inscrits dans cet arrêté municipal avaient été listés de la façon suivante. Réaliser un toilettage du PLU, que ce soit au niveau du règlement, des OAP et des autres pièces du document, en tant que ces pièces présentaient des dispositions réglementaires ambiguës, incomplètes, voire incohérentes. Corriger des emplacements réservés, 2 exactement, qu'il fallait redessiner, et ajouter 2 emplacements réservés supplémentaires. Troisième point, l'objectif était concernant la zone du Pouvrel, vous savez, c'est la petite zone qui est au-dessus de la gare, qui était classée en zone 1 AUEB. L'objectif était de différer l'urbanisation de cette zone, comme le prévoit le Code de l'urbanisme, puisque le Code nous prévoit aujourd'hui de pouvoir identifier les zones qui seront à urbaniser dans un second temps, voire dans un troisième temps. Réduire la zone UCA des Cadenettes, qui est située sur les contreforts boisés au-dessus du village. Permettre une densité plus importante dans le secteur AA, le secteur du Mas du Lingusto, dont a parlé monsieur le maire tout à l'heure. Ajouter un patrimoine paysager boulevard Gambetta et corriger les orientations d'aménagement et de programmation, vu que plusieurs zones à urbaniser ont été différées. Sur la diapo suivante. Donc la procédure, une procédure de modification entraîne plusieurs étapes. Il y a d'abord l'arrêté municipal, la réalisation des documents et ensuite les négociations avec les personnes publiques associées. Donc le dossier a été notifié officiellement à l'ensemble des personnes publiques associées, donc l'État, le département, la communauté de communes, le SCOT, la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, etc. Ces personnes publiques associées ont formulé des avis, dont M. Domas a listé les avis tout à l'heure, ainsi que les réponses qui ont été apportées. Puis le dossier a pu être présenté en enquête publique qui s'est déroulée l'année dernière, donc du 18 juillet au 19 août 2022. À l'issue de cette enquête publique, le commissaire enquêteur a émis ses observations. M. Domas en a parlé également. Et donc aujourd'hui, le dossier a depuis été donc modifié pour prendre en compte les conclusions du commissaire enquêteur, pour prendre en compte également les avis des personnes publiques associées. Entre-temps, la commune est passée en commission CDPNAF, laquelle a également émis un avis et a demandé à ce que l'on modifie certains points du PLU. Et depuis donc 5 mois, nous sommes en négociation avec les services de l'État pour justement discuter des modifications à apporter sur ce plan, notamment au regard du logement social et du Mas du Lingusto. Ce sont les 2 points qui ont été les plus soulevés. Diapo suivante. Donc premier point. Là, différer l'urbanisation de certains quartiers pour apaiser le territoire. Donc là, je vais vous présenter un extrait du zonage du PLU. Plusieurs zones sont colorées. Il s'agit des zones qu'on avait appelées dans le premier PLU de 2017 les zones de développement. Dans ces zones-là, on peut donc urbaniser ces secteurs et le PLU élaboré en 2017 prévoyait environ 840 logements. Or, vous le savez bien, les principaux équipements communaux, donc quand on parle d'équipements communaux, c'est les équipements sportifs, les équipements scolaires, mais également l'adduction en eau potable, l'assainissement, etc., les accès également à la voirie pour accéder à ces zones. On est aujourd'hui face à une insuffisance des équipements pour pouvoir ouvrir à l'urbanisation toutes ces zones. Donc certains quartiers ont des réseaux insuffisants, donc l'analyse de tous ces quartiers a été effectuée et donc le choix s'est porté notamment sur 3 secteurs. Le premier, c'est la zone de Saint-Pierre, donc qui est ici, en rose sur le plan, qui était classée en zone 1AUB, il me semble, oui, 1AUB, ce qui voulait dire que cette zone pouvait être ouverte à l'urbanisation une fois que les équipements étaient réalisés. Or, aujourd'hui, les équipements sont assez coûteux, c'est des gros projets à mettre en place, donc on a fait le choix donc, de différer l'urbanisation de cette zone et de la basculer de zone 1AU à la zone 2AU. C'est ce qu'on appelle les zones que l'on va geler. Donc la zone de Saint-Pierre est désormais gelée, de façon à pouvoir réaliser vos équipements scolaires et autres équipements publics avant de pouvoir urbaniser ce secteur. La deuxième zone qui a été gelée, c'est la zone qui était classée UC dans le secteur des Rayoles. Donc je vous la montre ici, juste en dessous le centre-ville. C'était une zone classée UCH.
et qui rebascule en zone 2AU, donc gelée également, dans l'attente de la réalisation des équipements publics. Donc ces deux zones qui vont être gelées nous permettent de différer la construction de 200 logements. Donc ça, c'est un point extrêmement important qui a été validé par les services de l'État. Toutefois, suite à l'enquête publique, c'est le petit encart qui est identifié ici, la zone UC a été modifiée suite à une demande d'un particulier. Donc une partie de la zone conserve son zonage UC, le reste est classé en zone 2AU. Sur la diapo suivante, c'est un point important qui a été réalisé dans notre PLU et qui a fait l'objet de nombreuses discussions, et nous sommes quand même arrivés à un consensus avec les services de l'État. Donc ici, vous avez un tableau qui liste les règles du PLU actuel, c'est-à-dire du PLU de 2017. D'accord ? Toutes les zones sont identifiées là, et vous aviez des règles en faveur de la production de logement social, vu que vous êtes obligé d'en produire. Hein, votre commune fait partie du programme local de l'habitat, vous êtes à 12 000 habitants aujourd'hui. Les documents d'urbanisme doivent prévoir des règles pour produire du logement social. Dans le PLU de 2017, on avait, selon les zones, différentes règles, ainsi que un pourcentage obligatoire affecté à la production de logements locatifs social. Donc on avait des zones à 40%, à 60%, à 30%, à 100%, à 60% encore, à 50%, 60% et 60%. Dans la procédure de modification, on a au départ envisagé, c'était le dossier qui a été soumis à enquête publique, de passer toutes les zones à 30%. Ce point-là a été retoqué par les services de l'État, puisque, bien sûr, 30% par rapport aux anciens pourcentages ne nous permettait pas de réaliser les objectifs attendus par les services de l'État. Donc, par rapport au projet qui a été présenté à l'enquête publique, et suite aux discussions et au consensus trouvé avec les services de l'État, et prendre en compte l'avis de Monsieur le Préfet, nous diminuons toujours nos pourcentages, mais au lieu de passer à 30%, nous majorons un petit peu et nous diminuons qu'à 40%. Donc ce pourcentage n'est pas modifié dans certaines zones par rapport au PLU actuel, puisque par exemple en zone UA, le pourcentage obligatoire était de 40 et donc nous le conservons. En revanche, pour les autres zones, nous passons de 60, 100 ou 50, nous passons à 40%. Seule la zone UBA, qui fait l'objet d'une convention avec l'EPF, hein, c'est un établissement public qui a un projet sur cette zone-là, le pourcentage avait déjà été acté, donc on le maintient à 30%. Ce pourcentage faisait partie de la convention. Donc, cette simplification des règles, elle est évidente, puisque au lieu d'avoir des règles extrêmement compliquées avec des nombres de logements sociaux, des pourcentages différents, nous sommes à 40% sur toutes les zones, sauf pour celle de l'EPF. Et donc, un des avantages de cette modification du PLU, c'est que ça va nous permettre de limiter la production de logements, puisque, comme on l'a dit, la production de logements était trop conséquente sur le territoire, et donc également la production de logements social. Donc, nos calculs avaient estimé une production de logements à 1128 dans le PLU 2017, dont 559 logements sociaux. Et avec la procédure de modification qu'on vous présente ce soir, on passe à 928 logements, dont seulement 341 logements sociaux. Donc le ratio est vite fait, hein, de 559 logements sociaux, on passe à 341 logements sociaux avec cette procédure. On aurait voulu faire moins, mais on a quand même trouvé ce consensus, donc ça nous permet de réduire les projets de logements sociaux. Autre point, la zone 1AU du Pouvrel, donc qui est située juste au-dessus de la gare. Ici, vous avez une petite photo aérienne avec la gare qui est située là, l'autoroute ici. Et voilà la zone qui avait été inscrite dans le premier PLU de 2017, donc d'ouvrir à l'urbanisation cet espace, puisqu'aujourd'hui il est très faiblement bâti, hein, on est en bordure entre la voie ferrée et l'autoroute. Donc cette zone 1 AUEB, bien qu'intéressante, hein, puisque l'objectif c'était de développer une zone économique, elle est idéalement placée, mais par contre elle est très enclavée et présente des insuffisances en matière d'accès, notamment au niveau du passage à niveau justement lorsqu'il est baissé, qui engendre un congestionnement du trafic. Donc la modification du PLU ne touche pas le périmètre de la zone, on conserve le zonage du futur secteur économique. Toutefois, on passe de la zone 1 AU à la zone 2 AU, ce qui signifie que la zone est gelée, comme on l'a fait pour Saint-Pierre et pour le Rayol, dans l'attente de la réalisation des travaux visant à désenclaver le secteur. Sur la diapo suivante,
Autre point de cette modification, il s'agit du quartier des Cadenettes. Les Cadenettes, donc situées au-dessus du village. Donc c'est une grande zone UC, donc c'est-à-dire une zone résidentielle, plutôt favorable au développement du pavillonnaire. Depuis donc la rue des Deux Frères Paulet, cette zone encadre le vieux village. Donc elle longe la rue Loucanin de Valcros, le cimetière, et elle ceinture la zone d'urbanisation future de Saint-Pierre, qui est située en contrebas. Cette partie sud de la zone UCA, celle qui est la plus proche du village, présente une insuffisance d'équipement, notamment en matière d'incendie, en matière donc d'accès aussi, d'adduction en eau potable et des défaillances de l'ensemble du réseau incendie. Donc le choix a été de réduire cette zone UCA, donc on maintient la zone UC dans la partie nord et autour de Saint-Pierre. En revanche, dans la partie sud, à proximité du village, elle est reclassée en zone N. Alors pour les constructions existantes, ça ne va pas changer grand-chose puisque la zone N autorise les extensions des constructions existantes, les piscines et les annexes. Donc une petite constructibilité est autorisée en zone N pour les habitations existantes. Mais il n'y aura pas de nouvelles constructions dans ce secteur puisque les équipements, de toute façon les permis auraient été refusés. Autre point de la modification, le 5e point, il s'agit de conforter le développement de l'hébergement touristique sur le secteur du Mas du Lingusto. Alors il faut savoir que ce secteur du Mas du Lingusto faisait l'objet d'un zonage spécifique en 2017 de 1,8 hectares, il me semble, 1,8 ou 1,5. Je l'ai noté, 1,8, voilà. Ce zonage reste identique, la procédure de modification de toute façon ne permet pas de l'étendre, donc on garde le même périmètre, mais dans le premier PLU, on autorisait 800 mètres carrés d'emprise au sol pour développer un projet touristique au sein de ce secteur de 1,8 hectares. Dans le projet de modification, nous proposions de ne pas modifier le zonage, mais de majorer les mètres carrés possibles à construire au sein de la zone. On avait proposé 2000 mètres carrés d'emprise au sol, mais suite à l'avis du préfet et également de la Chambre d'agriculture et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, ils nous ont demandé de réduire cette emprise au sol. Donc aujourd'hui, au lieu de proposer 2000, on propose 1400 mètres carrés de surface supplémentaire au sein du périmètre. Je rappelle bien, le périmètre du Mas du Lingusto n'a pas été modifié. C'est une sorte de densification au sein du périmètre pour pouvoir un développement touristique de type hébergement, écologe, etc. mais dans le périmètre du Mas du Lingusto. Donc ici, le zonage n'a pas été modifié, c'est seul le règlement du PLU qui a été modifié pour augmenter l'emprise au sol autorisée. Comme l'a dit M. Domas, afin de prendre en compte l'avis de la commission départementale, on a diminué la hauteur à 7 mètres parce que jusqu'à présent, dans ce secteur, il pouvait construire jusqu'à 9 mètres, donc 2 étages. Et avec la modification du PLU, on descend les limites et on passe à 7 mètres. Autre point de la modification, ce sont des points qui concernent le zonage du PLU. C'est donc les modifications des emplacements réservés. Donc c'était des emplacements réservés qui étaient existants. Donc je vous montre le premier. Il s'agit donc d'un emplacement qui était dédié à l'aménagement d'une bande paysagère avec une piste cyclable et un cheminement piéton en bordure de la route départementale à l'entrée de ville nord. Donc là, l'objet de la modification alors, est très minime, là on voit le avant et le après. L'objectif a été d'étendre un tout petit peu l'emplacement réservé afin d'aménager le croisement entre la carrère de l'Adrec des Défends et la route départementale pour pouvoir gérer les questions de sécurité. Deuxième emplacement réservé modifié, c'est le R53. Donc là, il s'agit d'un espace de stationnement dans le quartier de Pas-Redon, sur l'avenue Adjudant Ourdade. Il était prévu ici, et là, l'objectif est de déplacer le R sur cette parcelle-là. On le voit sur le plan, au plus près de l'école maternelle Jean Moulin, puisque c'est quand même plus facile d'avoir un espace de stationnement à côté de l'école. Autre point des modifications, les ER. Donc là, c'est 2 créations d'emplacements réservés. Donc là, on se situe dans le centre-ville, juste à côté du parking Mitterrand. Et donc là, l'objectif, c'est de créer 2 ER, donc le 69 et le 70,
pour créer un espace public. En fait, c'est pour que la commune puisse acquérir le foncier et réaliser un parc public, un équipement public. Le premier correspond à 400 mètres carrés et le deuxième à 2080 mètres carrés. Donc on est en dessous du jeu de boules du jardin d'enfants et juste à côté de la mairie. Donc durant l'enquête publique, le R69 a été réduit afin de prendre en compte une requête. Mais du coup, voilà, on va se retrouver avec un bel espace public et paysager à proximité de la mairie et du marché sur la place Mitterrand. Je poursuis avec 2 dernières diapositives. Il s'agit des principales modifications écrites au sein donc, du règlement. Donc on a notamment modifié le terme locatif concernant les logements sociaux, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais depuis la loi Elan qui est sortie en décembre 2018, on a aussi l'accession sociale à la propriété qui fait partie du logement social. Donc le logement social n'est pas que locatif, on peut accéder au logement social également par l'accession à la propriété. Donc on a supprimé le terme locatif du règlement. On a également ajouté un patrimoine paysager remarquable, donc un groupement d'arbres qui est positionné, on l'a identifié sur le zonage du PLU, le long du boulevard Gambetta. On a aussi modifié les règles relatives au stationnement dans le centre-ville, puisque maintenant on a imposé 2 places de stationnement comme dans l'ensemble du règlement. Donc en zone UA également 2 places de stationnement sont imposées dans le village, afin donc de résoudre les problèmes liés au stationnement dans le cœur de ville. On a également modifié la largeur des nouvelles voies. Donc maintenant, elles devront toutes présenter une largeur minimale de 4 mètres, afin d'être en conformité d'ailleurs avec la demande des pompiers. Donc ça, ce sont les dispositions générales. Et ensuite, on a fait quelques modifications zone par zone. Donc par exemple, en zone UA, on a modifié l'article 5 afin de préciser que lors des modifications de façade existantes, lorsqu'il y a une ouverture qui est dédiée à un parking ou à un garage, ces modifications ne doivent pas entraîner la suppression de l'espace de stationnement en vue de conserver les espaces de stationnement qui existent déjà. On a aussi autorisé les panneaux solaires dans le centre du village. Dans les autres zones urbaines qui étaient concernées par l'aléa inondation, l'aléa faible inondation, on a ajouté une disposition relative aux piscines sur leur implantation et notamment pour imposer le balisage des piscines dans ces zones inondables. Autre point, l'article 4 du règlement des zones U, on a supprimé la disposition qui permettait une exception à la règle générale pour les implantations des constructions dans un lotissement. Donc dorénavant, toutes les constructions bénéficient des mêmes règles. Autre point dans le règlement, dans certaines zones urbaines, les zones UB, UC et 1AU, on a supprimé le terme locatif également. Dans les autres zones urbaines, on a autorisé les toits à 4 pentes, donc sur l'ensemble de ces zones-là, et pas uniquement en bout de rue ou en pointe d'îlot. C'était une disposition qui était architecturale, mais qui n'avait pas forcément lieu d'être. Donc là, ça simplifie l'instruction. On a également autorisé les panneaux solaires en surimposition et pas seulement intégrés à la toiture, de façon à ne pas détuiler systématiquement les toitures lorsque l'on veut installer des panneaux solaires, mais on peut maintenant les poser directement. Bon, il faut qu'ils soient bien intégrés, mais on peut les poser en surimposition. Ça, c'est intéressant, ça permettra de développer les panneaux solaires dans le village. Dans la zone 1AUT, qui est une zone prévue pour du développement touristique, on interdit la destination de l'industrie. Alors ça paraît bête, mais à l'époque, ce n'était pas interdit dans le premier PLU, donc on l'a bien précisé, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'équipement industriel qui s'installe dans cette zone. On précise également dans cette zone que le coefficient d'emprise au sol n'est pas réglementé pour les parcs photovoltaïques. S'il y a besoin d'installer des panneaux solaires, il n'y a pas de limitation. Donc ça, c'est plutôt favorable pour la production des énergies renouvelables. Et enfin, en zone agricole et naturelle, nous avions donc des règles d'implantation des annexes et piscines qu'on a réécrit pour être plus clair et faciliter l'instruction. L'article 5 a été modifié un peu comme dans les zones U, pour pouvoir autoriser les toitures à 4 pentes. Donc désormais, on peut faire 2 pentes, 3 pentes, 4 pentes. On a également inséré une disposition pour autoriser les panneaux solaires en imposition et pas seulement intégrés à la toiture. Et enfin, pour prendre en compte l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, on a intégré une disposition pour limiter l'imperméabilisation des sols et favoriser la rétention du pluvial à la parcelle lorsque l'on réalise des espaces de stationnement. Voilà, j'en ai terminé avec ma présentation synthétique de l'ensemble des pièces. Vous avez eu le dossier de modification avec l'exposé des motifs qui listait tous ces points.
J'espère que j'ai été claire et donc je suis là pour répondre à vos questions avant que le Conseil puisse se poursuivre. Je vous remercie. Merci Gaëlla. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Gaëlla est là pour ça aussi. Pas de questions? Allez. Donc merci. On va reprendre la séance, le cours normal de la séance. Je tenais quand même à vous remercier. Je regarde qu'il soit bien éteint. Donc le cabinet BGA, je tiens à vous remercier. Je tiens à remercier aussi nos services, Magali Jousselin d'ailleurs, qui, quand je lui ai dit on met tout à 30%, elle est sortie du bureau catastrophée. Voilà, ça a été une négociation aussi avec les services de l'État, des DTM et préfectures. Nous sommes souvent allés dans le bureau du secrétaire général, mais nous y sommes arrivés à sortir un PLU qui tient la route et qui tient en compte aussi de notre territoire. Voilà. Y a-t-il des questions? Non? On va passer au vote, donc. Monsieur Domas, je vous redonne la parole pour lire la fin de la délibération. Monsieur le maire. Donc, il est proposé au conseil municipal d'approuver le dossier de modification de droit commun numéro 2 du plan local d'urbanisme, de préciser que cette délibération sera transmise à monsieur le préfet, à monsieur le président du conseil régional, à monsieur le président du conseil départemental du Var, à monsieur le président de la communauté de communes Méditerranée Porte des Morts, à monsieur le président du SCOT Provence Méditerranée, à monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie, à madame la présidente de la Chambre d'agriculture, à monsieur le président de la Chambre des métiers, à monsieur le président de l'Institut national des appellations d'origine, à monsieur le président du Centre national de la propriété forestière, à mesdames et messieurs les maires des communes limitrophes. Je précise que le dossier de modification de droit commun numéro 2 du PLU est tenu à la disposition du public en mairie, aux jours et heures habituels d'ouverture ainsi qu'à la préfecture. De préciser que la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant 1 mois. Mention de cet affichage est insérée en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. D'une publication au recueil des actes administratifs. De préciser que la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme et la délibération qui l'approuve seront publiées sur le portail national de l'urbanisme. La présente délibération deviendra exécutoire après exécution de l'ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. Je vous remercie. Merci, monsieur Domas. Je dirais dossier rondement mené. Merci. On va passer au vote. Enfin, non, pas de questions, je suppose, puisqu'il n'y en avait pas tout à l'heure. Qui s'abstient? Levez bien le doigt parce que l'administration, avec la nouvelle configuration, ne vous voit pas. Donc le groupe de M. Chable s'abstient. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Délibération suivante. Approbation de l'accroissement du capital de la Société publique locale d'aménagement SAGEP. J'expose que la Société publique locale SAGEP souhaite augmenter son capital de 275 000 € du fait des réserves dont elle dispose, le faisant passer de 225 000 € à 500 000 €. Or, lors de toute augmentation de capital d'une SPL, les administrateurs représentant les collectivités ne peuvent s'exprimer qu'après avoir obtenu de leurs conseils municipaux un avis sur cette opération. La commune de Cuers étant actionnaire de la SPL SAGEP à hauteur de 6,7% et détenant à ce titre un poste d'administrateur au sein de la SAGEP, il convient de proposer au conseil municipal de donner son accord pour accroître le capital de la SPL SAGEM. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'accroissement du capital de la SAGEP, le portant de 225 000 € à 500 000 €. Y a-t-il des questions? On va passer au vote.
Qui s'abstient? Le groupe de M. Chable s'abstient, si vous ne le voyez pas. Qui est contre? Qui est pour? Merci. Approbation de la modification statutaire de la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts. Considérant la nécessité de mettre à jour le statut de la communauté de communes s'agissant de la composition du bureau, que les communes membres de la communauté de communes disposent d'un délai de 3 mois à compter de la date de notification de la délibération du Conseil communautaire du 15 février 2023 pour se prononcer sur les modifications statutaires envisagées. Passé ce délai et à défaut de délibération, la décision est réputée favorable. Que la décision de modification des statuts de la communauté des communes est subordonnée à l'accord de ces communes membres dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté des communes et ensuite à un arrêté préfectoral prononçant les dites modifications. L'avis de la Commission administrative générale ressources humaines communication en date du 13 avril 2023. J'expose qu'il convient de procéder à la nouvelle modification statutaire consécutive à la réinstallation de l'organe délibérant du 25 janvier 2023 et à l'évolution du fonctionnement de la communauté des communes, notamment quant à la composition du bureau communautaire, indiquant une mise en adéquation avec l'article L. 5211-10 du CGCT. Aussi, il est proposé de mettre en conformité les statuts de la communauté de communes avec un article 5 modifié comme suit. Article 5. Bureau. La composition du bureau de la communauté de communes est déterminée par les délibérations du Conseil communautaire en application et dans les limites fixées par l'article L. 5211-10 du CGCT pour la fixation du nombre de vice-présidents et en application des articles L. 5211-2 et L. 2122-2 du CGCT pour la fixation éventuelle d'un nombre d'autres membres du bureau. Il est précisé que, par délibération du Conseil communautaire, la rédaction des dispositions du règlement intérieur de la communauté des communes sera également modifiée en ce sens. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver la modification des statuts de la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts telle que présentée ci-avant et reprise en annexe, d'autoriser M. le maire à accomplir l'ensemble des formalités utiles afférentes à la bonne exécution de cette délibération et notamment de modifier la présente délibération aux communes membres, d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à cette délibération. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Autorisation de signature de l'avenant numéro 4 de la Convention de mise à disposition de services passés avec la communauté des communes Méditerranée Porte des Morts. Considérant l'avis de la Commission administrative générale ressources humaines communication en date du 13 avril 2023, j'expose à l'Assemblée que conformément au Code général des collectivités territoriales, des conventions de mise à disposition de services peuvent être conclues entre les communes et la communauté des communes afin de mutualiser des services pour la gestion de compétences transférées. Le Conseil communautaire de la communauté des communes a décidé, en date du 15 février, de reconduire les conventions correspondantes intervenues avec la communauté Méditerranée Porte des Morts, donc la date d'échéance était fixée au 31 décembre 2022. Il est rappelé que l'avenant a pour seul objet de proroger la date d'échéance de la convention au 30 avril 2023. Les autres termes de la dite convention restent inchangés. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 4 à la convention de mise à disposition de services à proroger au 30 avril 2023, de dire que les autres termes restent inchangés, d'autoriser M. le maire à signer cet avenant numéro 4 à la dite convention. Y a-t-il des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. Autorisation de signature d'une convention pluriannuelle de pâturage
et sous-bois passé avec la ferme de Cante-Perdrix. Monsieur Albérigo. Oui, donc c'est à la demande de Mme Gauvry, qui est éleveur caprin ou éleveuse caprine, comme vous voulez, qui est domicilié, qui est sur Puget, mais qui exploite, qui venait de pâturer sur la commune de Cuers, la zone de la Pauverine. Donc c'est une pratique et on souhaite, et l'organisme agricole souhaite également régulariser ces processus en signant des conventions de pâturage avec les communes, là sur les terrains communaux, ou avec des privés quand il s'agit de privés. Donc c'est aussi intéressant pour la commune, puisque ça permet d'entretenir des zones et d'éviter l'incendie sur des zones qui de toute façon faut débroussailler. Voilà, donc j'expose que Mme Gauvry donc, souhaite louer des terrains afin de pâturer ses caprins. Et donc nous faisons une convention pluriannuelle pour cela, pour 5 ans, pour une durée minimale de 5 ans entières et consécutive. Alors le tarif est très élevé parce qu'il a plus évolué depuis, je crois, 20 ans à peu près. C'est de 30,15 € par an. Je vous épargne le barème, c'est en fonction de la nature des terrains. Donc là, il s'agit du forestier, donc c'est beaucoup moins cher. Donc là, voilà, l'arrêté préfectoral date du 22 mars 2005, donc pour dire depuis combien il n'a pas été revalué. Mais bon, l'objet n'est pas de faire des profits financiers, vu la somme, mais d'assurer, de régulariser cette convention qui porte, alors les sites portants, c'est Saint-Martin, Trébaudel, la Pauverine, vous avez toutes les parcelles concernées par cette opération. Donc je vous propose d'approuver la conclusion de cette convention pluriannuelle de pâturage avec Mme Gauvry pour une contenance de 14 hectares de 237, moyennant un montant de 30,15 € par an, et d'autoriser le maire à signer tous les actes pour l'application de la délibération. Merci, Monsieur Albérigo. Y a-t-il des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Autorisation de signature de convention passée avec l'Office national des forêts pour le contrôle des obligations légales de débroussaillement sur la commune de Cuers. Monsieur Albérigo, je vous laisse raconter une petite histoire. Elle sera courte, elle sera courte. Je vous rappelle que quand nous sommes arrivés, on s'est retrouvé confrontés avec des obligations de débroussaillement qui ne relevaient plus de la commune, mais qui relevaient de l'État via l'ONF. Donc on n'a pas pu arrêter et qui ont conduit à des verbalisations automatiques, parce que quand c'est l'État qui diligente l'ONF, ce sont des verbalisations automatiques des propriétaires n'ayant pas répondu aux obligations de débroussaillement. Effectivement, sur la commune, on a de gros soucis, on a pas mal de propriétés concernées, on a des zones qui craignent au niveau incendie de forêt, donc il ne s'agit pas de nier les dangers, mais l'application de la convention avec l'ONF, qu'on a signée l'année dernière et qu'on renouvelle donc cette année, ça permet de faire de la prévention, l'ONF passant d'ailleurs avec la CCFF, pour informer la population, pour avertir des secteurs qui seraient régularisés. Puis, effectivement, si les gens ne font pas les travaux au bout d'un certain temps, ils peuvent verbaliser. Non, d'ailleurs, on n'est pas contre verbaliser pour quelqu'un qui ne ferait aucun effort par rapport au danger qu'il représente pour lui ou pour les maisons voisines. Voilà, donc là, c'est la deuxième année d'application de cette convention que je vous propose. Et donc, on vous rappelle que les OLD, les obligations de débroussaillement, sont définies par arrêté préfectoral. Leur mise en œuvre relève de la responsabilité du maire, qui peut être poursuivi s'il ne fait pas d'ailleurs les efforts nécessaires. C'était un peu ce qui était le cas il y a quelques années. Donc la collectivité doit assurer le contrôle d'exécution des OLD par les propriétaires. L'ONF accompagne les collectivités pour réaliser les missions d'information, de sensibilisation et de contrôle des actions menées par les propriétaires. Ces moyens sont déposés pour l'ensemble du territoire en fonction des priorités qu'on détermine année par année. Donc il était nécessaire de formaliser ces actions par la signature d'une convention avec l'ONF. Là, il s'agit de 2 journées de contrôle de l'ONF par an, donc pour cette année, dont on choisit les territoires qui semblent les plus prioritaires par rapport à ces opérations. La participation financière de la commune est estimée à 1270 €, 635 € hors taxes par journée. Je vous épargne le TTC.
Je veux juste rajouter qu'on a quand même une très bonne coopération avec le comité communal des feux aux forêts qui fait un très très bon travail sur notre commune, qui est avec des gens très mobilisés. Et donc on a obtenu ce qui n'était pas le cas au départ, qui est vraiment collaboration entre l'ONF et le CCFF, ce qui permet vraiment de faire de l'information en amont, de la prévention, avant d'arriver avec le bâton de la sanction. Voilà, donc je vous propose de donner un avis favorable pour la signature d'une convention pour le contrôle des obligations légales de débroussaillement sur la commune de Cuers, de donner pouvoir à Monsieur le maire de prendre toute disposition et signer tout acte et tout document pour rendre effective cette décision. Vous avez les conventions en annexe. Merci, Monsieur Albérigo. Y a-t-il des questions? Non. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Délibération suivante. Participation financière aux dégradations de voirie dans le cadre des dérogations à l'interdiction de circulation des poids lourds sur les voies communales limitées. Je laisse la parole à Monsieur Domas. Considérant que les demandes de construction nécessitent parfois des livraisons de matériaux acheminés par des véhicules poids lourds dépassant les limitations de tonnage, que les dérogations de circulation peuvent être accordées après étude technique de la structure de la voie, que la circulation des poids lourds au tonnage supérieur à la limitation autorisée entraîne une dégradation prématurée des voies, que la commission développement et aménagement du territoire et travaux a été consultée le 13 avril 2023. Les demandes de dérogation à l'interdiction de circulation des poids lourds sur les voies communales limitées sont de plus en plus fréquentes. En effet, ces dérogations sont généralement demandées lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été accordée, nécessitant ainsi le passage de poids lourds et d'engins de chantier au-delà de la limitation de tonnage. Or, si certaines voiries ne permettent pas de déroger, d'autres sont susceptibles de se voir accorder, lorsque les conditions techniques le permettent, des dérogations exceptionnelles. Dès lors, il est crucial de prendre en compte l'impact des livraisons sur l'état des voies communales. Les camions dont le PTAC dépasse les limites imposées par la ville ont un impact considérable sur les chaussées et les infrastructures. Les véhicules lourds peuvent causer des dommages importants aux routes et par conséquent des coûts de réparation considérables pour la ville. Afin de gérer efficacement le patrimoine routier tout en répondant au mieux aux besoins des usagers, il est essentiel que les bénéficiaires de dérogations de circulation participent aux coûts de réparation des voiries endommagées par des passages répétés de véhicules inadaptés. Cette participation est fixée comme suit. Dérogation pour une entreprise cuersoise installée dans une zone au tonnage limité. Ce sera un forfait annuel de 3 000 €. Dérogation pour la journée, pour livraison exceptionnelle, hors permis de construire ou déclaration de travaux pour particuliers, 100 €. Dérogation pour travaux sous permis de construire ou déclaration de travaux sur de l'individuel. Alors, les travaux entre 1 et 5 jours, un forfait de 120 €. Supérieur à 5 jours et inférieur à 1 mois, 300 €. Supérieur à 1 mois et jusqu'à 12 mois, un forfait de 300 € plus 200 € par mois supplémentaire. Dérogation pour travaux sur du collectif sous permis de construire et sous permis d'aménager. Travaux inférieurs à 6 mois, forfait de 2 000 €. Travaux supérieurs à 6 mois et jusqu'à 12 mois, forfait de 3 500 €. Sont exonérés de la participation financière les véhicules de livraison de matières dites de première nécessité, définies comme indispensables, par exemple le fioul, bois de chauffage, combustible, gaz liquide ou alimentaire. Les véhicules de secours, bien évidemment, les services funéraires, les véhicules en charge d'un service public. Attention, toutes ces dispositions ne concernent pas les zones d'activité économique sur le territoire.
Merci, Monsieur Domas. Monsieur Chable, vous avez déposé un amendement dont je vais vous demander de faire lecture. À l'issue ou en préambule, vous voudrez bien nous préciser ce qui motive votre amendement qui demande de mentionner dans la délibération une non-rétroactivité de celle-ci. Or, comme vous le savez, la non-rétroactivité, c'est le principe du droit français. En conséquence, vous voudrez bien nous éclairer sur ce qui vous motive à demander de mentionner quelque chose qui existe déjà. Merci. Alors, juste une question. Je lis l'exposé des motifs tel quel ou je vous fais l'explication tout de suite? C'est plus simple parce que c'est vous qui voyez, c'est vous qui gérez la forme. Donc, Comme vous voulez. Non, mais la demande elle est simple, c'est que là aujourd'hui vous souhaitez imposer une participation financière. Moi je suis d'accord, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, on peut en discuter, mais sur l'idée elle n'est pas mauvaise. Mais vous ne pouvez pas prétendre aujourd'hui qu'il n'y a pas des demandes qui ont été faites avec des gens qui notamment se sont plaints à plusieurs personnes que leur demande était refusée. Donc moi ma question elle est simple, c'est-à-dire que ces demandes, si demain cette personne vient redéposer la demande et que vous l'acceptez, ça veut clairement dire que c'était une mesure dilatoire. C'est-à-dire que vous avez refusé la demande précédente il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à il y a 1 semaine encore, j'en discutais, pour pouvoir imposer désormais une taxe, enfin votre participation financière. Donc moi, il y a des gens, effectivement, on pourra en discuter si vous voulez, qui ont déposé des demandes. Certains se sont vus refuser ces demandes. Moi, ma question, elle est simple. Moi, je veux qu'on mette ça dans cette délibération parce que si demain, ils viennent vous voir et que, par miracle, la demande, cette fois-ci, est acceptée, ça veut clairement dire qu'en fait, c'était effectivement pour attendre de passer cette délibération. C'est vraiment le sens de cet amendement-là. C'est pas pour interdire la rétroactivité. Et du coup, ça me permet juste de déborder à l'inverse. C'est une vraie question que je viens de me poser à l'instant. Pour les chantiers en cours, comment ça se passe ? Est-ce que du coup, on repart sur pas en rétroactivité, mais on part à la date d'adoption de la délibération et que désormais les chantiers qui sont en cours, à aujourd'hui, vont se voir imposer une contribution financière. Donc vraiment, on peut discuter de l'amendement, mais du coup, l'autre question m'intéresse aussi de savoir, parce qu'effectivement, c'est intéressant. Donc, on passera votre amendement au vote. Donc, on peut le passer de suite et après, je peux répondre à vos questions, comme vous voulez. Mais les personnes qui ont été refusées, c'est pas parce que derrière, on pensait faire une délibération et les faire payer. On n'est pas comme ça. Hein. Je veux dire, elles ont été refusées parce que sur on va prendre la Drèche des Défunts, par exemple. Vous avez une voirie qui a été refaite. Tout le monde se plaignait que la voirie, elle était, excusez-moi l'expression, défoncée. Et ce chemin ne se prête pas à avoir. On a eu des demandes de 22 tonnes, de 28 tonnes, je ne sais plus combien. Il y a des chemins, ils ne s'y prêtent pas. On ne refuse pas pour embêter les gens, quoi. Hein, voilà. Donc si ces gens-là reviennent demain avec la même demande, ils auront le tarif qui sera appliqué de la délibération. Voilà. Oui, tu peux dire un mot, Gérard. Oui, quand les discussions sont arrivées en mairie, donc on avait avec le service urbain, avec les délégués, les commissions, tout ça, quel était le moyen qu'on avait pour ne pas tout interdire? Parce qu'au départ, nous, on avait dit, à un moment donné, vu l'état des routes, vu le nombre de camions qui passent n'importe où, n'importe comment, il avait été dit stop et fin. Sauf que, effectivement, ça peut poser de gros problèmes pour un certain nombre d'habitants. OK. À force de discussion, on a dit quelle est la solution la plus intéressante pour tout le monde. En discussion, on a dit on n'a qu'à faire un peu payer pour remettre en état les voiries qui vont être encore impactées par ces camions qui passent n'importe où, n'importe comment. On va vérifier que les camions passeront là où ils peuvent passer, parce qu'il y a des endroits, c'est impossible. Il y a des ponts qui limitent à 7 tonnes, donc on ne peut pas passer au-dessus. Il y a des endroits, c'est des chemins, des adrets, c'est interdit depuis des décennies, 3 tonnes 5, et pourtant on va circuler des 25 tonnes, des 26 tonnes. Donc à un moment donné, il a fallu
régler la problématique, discuter avec ceux qui, effectivement, en zone un peu difficile, voulaient construire, ok, mais pour construire, pour passer dans des petits chemins, à un moment donné, effectivement, il y a eu des choix de fait, et ces choix-là, la discussion a permis d'aller plus loin, de dire, plutôt que de tout interdire, on fait participer les habitants qui ont besoin de tout ça. Voilà, c'est tout. Parce que sinon, tout le monde va payer toutes les routes et tout, pour un certain nombre d'habitants qui, eux, quand on regarde certains chemins, on va passer des camions incroyables. Donc, à un moment donné, il faut équilibrer tout ça. Donc, on ne peut pas se le permettre. Alors, à partir du moment où il y a eu une interdiction, on a dit non. Donc, il n'y a pas eu de règles qui ont permis de dire, la rétroactivité, tout ça, ça n'existe pas. Comme l'a dit monsieur le maire, s'il y avait eu une rétroactivité, ça veut dire qu'on aurait donné autorisation. Là, il n'y a pas eu. Donc, à partir du moment où on commence la règle, on l'accepte et c'est tout. Moi, c'est ça que je voulais dire. Monsieur Domas. Monsieur Chab, moi je voudrais simplement vous dire que en 2 ans, on a dépensé 1 million d'euros pour la réfection des routes. Et on ne peut pas se permettre de les voir se dégrader au fil du temps. Alors, je comprends ce que vous dites. Une personne qui a déposé une demande de dérogation pour construire sa maison, à qui nous l'avons refusée, je suis bien placé pour vous répondre que cette personne va je les ai eus au téléphone parce que ça croule, hein, les demandes, il y en a de plus en plus. Si le terrain est placé dans un endroit où effectivement nous pouvons déroger, on dérogera et ces personnes sont bien contentes d'être taxées. Oui, là, il y a 2 choses. Enfin, je suis d'accord avec vous, monsieur Cabri. Les routes qui sont impraticables, elles l'étaient avant, elles le seront demain. Donc, à la limite, cette délibération ne concerne pas les demandes démesurées, si je puis dire. Les gens qui veulent faire venir une grue sur un chemin de carrère ou autre. Donc ça, c'était valable hier, c'est valable aujourd'hui. Mais l'objet de cet amendement, il est simple, c'est de garantir qu'en fait, les demandes plus raisonnables, 19 tonnes, on peut discuter, qui ont été refusées dernièrement, vraiment, et c'est le but, si la personne refait ça aujourd'hui de la même manière, ça lui soit pas facturé puisqu'il a demandé avant. C'est vraiment une chose là. Et j'entends bien la question des choses démesurées, mais à la limite, les chemins, comme vous disiez, les chemins qui sont monsieur le maire, défoncés, j'ose espérer que vous refusiez avant les choses qui étaient totalement extravagantes, et je le sais, donc il n'y a pas de souci. Mais vraiment, le but, c'est de ça. Moi, voilà. Et juste, si vous voulez, on peut voter l'amendement, mais après, me répondre aussi sur la question des chantiers en cours. Ça, c'est intéressant. Oui, sur les chantiers en cours, la délibération, elle sera appliquée avec un prorata, bien sûr, puisque là, l'année, elle a commencé, mais il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà. Je voulais rappeler aussi qu'à la délivrance du permis de construire, une mention était spécifiée, attention, au tonnage utilisé dans le secteur où vous habitez. Alors, ce n'est pas parce qu'on va faire payer les gens, on va les taxer sur une éventuelle dérogation. Les dérogations ne seront pas de partout. Il y a des routes qui sont prévues à 3,5 tonnes, on ne va pas déroger à 19 tonnes, ce n'est pas possible. Je prendrai un exemple simple, le chemin de Pandoué, le pont, le petit pont de Pandoué, il est prévu à un tonnage de 7,5 tonnes. On ne va pas faire passer un 19 tonnes, hein, on ne va pas prendre de risques. Hein. Et donc, voilà. Allez, on va soumettre au vote l'amendement de M. Chable. Qui est contre cet amendement? Qui est pour? Amendement rejeté. Vous finissez la délibération, Monsieur Domas? Eh oui, quand même.
Donc, il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable pour la participation financière aux dégradations de voiries dans le cadre des dérogations à l'interdiction de circulation de poids lourds sur les voies communales limitées selon les modalités mentionnées, et de donner pouvoir à Monsieur le maire afin de prendre toutes dispositions et signer tout acte ou tout document tendant à rendre effective cette décision. Je vous remercie. Merci, Monsieur Domas. Nous allons passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Merci. J'aurais pas dû taper. Autorisation de signature d'un contrat de fourniture d'eau traitée, d'un protocole d'accord relatif aux conditions d'alimentation en eau de la commune par la société Canal de Provence. Monsieur Cabri. La commune de Cuers est alimentée en eau par les forages communaux de la Fuchs. L'exploitation des forages de la Fuchs a été confiée par délégation de services publics, DSP, à la société Veolia. Cette DSP fait l'objet d'un contrat notifié le 13/01/2022. La société de Canal de Provence, SCP, vient compléter le besoin en eau de la commune à partir de l'exploitation de la station de traitement des Défends. Cette alimentation en eau fait l'objet d'un contrat de fourniture du 28/12/2010 et de son avenant numéro 1 au 03 juillet 2017. Ce contrat, d'une durée de 10 ans, a été renouvelé par tacite reconduction au 1/01/2021 pour une durée équivalente à la première période, jusqu'au 31/12/2030. J'expose à l'Assemblée que la sécheresse de l'été 2022 a accentué la nécessité pour la commune de sécuriser son approvisionnement en eau. Actuellement, le niveau de ressources en eau atteint un seuil préoccupant, ce qui nécessite une anticipation de la couverture des besoins de la population en eau. Il est donc urgent de prendre des mesures pour assurer la disponibilité suffisante de cette ressource vitale. Les infrastructures de desserte de ressources, les infrastructures de desserte de la CSP et sa station de traitement des Défends ont une capacité suffisante pour répondre à la satisfaction des besoins en eau de la commune. Suite à des réflexions et simulations approfondies menées conjointement, les parties ont convenu de mettre en œuvre un protocole de gestion coordonnée des ressources qui permettent de préserver les ressources locales, de sécuriser l'approvisionnement en eau de la commune et d'optimiser ses achats d'eau. Pour plus de clarté, les parties ont convenu de rédiger un nouveau contrat qui remplacera le contrat 93-23 et dont la durée sera alignée sur celle du protocole de gestion coordonnée des ressources et de contrat de délégation de services publics de l'eau jusqu'au 31/12/2033. Donc, grosso modo, 10 secondes. Après, je te laisse. Grosso modo, donc, on a souscrit en fourniture annuelle 14 litres secondes en temps normal et on rajoute 20 litres secondes en temps un peu urgent. Voilà. Donc, ce qui fait que la potentialité totale est de 34 litres secondes, ce qui, pour une grosse sécheresse, est l'équivalent de 2937 mètres cubes par jour, ce qui couvre largement le besoin de la commune. Donc, on peut passer de 1209 mètres cubes à 2937. Voilà. Alors, actuellement, la commune est aux alentours d'entre 2300 et 2400 mètres cubes jour par la station donc, de la Fuchs. Donc là aussi, monsieur le maire va vous expliquer un certain nombre de points. Voilà, j'ai fini. Merci, monsieur Cabri. Donc, pour un petit rappel, en 2022, donc l'été dernier, nous avons été contraints d'arrêter notre forage numéro 1 de la Fuchs et nous avions que le forage numéro 2. Nous étions quand même très inquiets et grâce aux recherches de fuite de notre délégataire de service public Veolia et aussi à l'effort consenti par les Cuersois au mois d'août, nous avons quand même réussi à économiser 10% d'eau, ce qui nous a permis de passer un été sans coupure d'approvisionnement en eau. C'était quand même important. Voilà. Je rappelle quand même que nous avons la chance, notre commune,
et d'avoir sur notre territoire le canal de Provence qui passe, parce que ce n'est pas le cas de partout, et on voit les problématiques qu'ils ont et qu'ils vont avoir. Donc c'est pour cela qu'il était important pour nous de renégocier, de re-rentrer en contact avec Canal de Provence, ce qui avait été un petit peu oublié les dernières années. Et cela nous a permis de sécuriser l'eau pour la ville, et ce pour toute l'année et toutes les années à venir. C'est pas pour cela qu'il faudra ouvrir les robinets à fond, quoi, hein. Voilà, qu'on soit clair. Il faudra quand même, c'est une réserve qui est en diminution, forte diminution, on le voit tous les jours à la télévision. Il faudra quand même faire attention à notre consommation d'eau. C'est pour cela que vous verrez dans les prochains jours et les mois qui vont venir une campagne publicitaire, entre guillemets, pour faire attention à notre ressource en eau potable. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire, moi. C'est pour ça qu'on a un complément de ressources. Non, excusez-moi. Allô? Voilà. C'est pour ça qu'on a un complément de ressources normal qui est de 14 litres seconde. Ça permet de calmer le jeu et de calmer surtout les fourrages de la Fuchs. Et si vraiment il y a des gros problèmes cet été, comme on a eu l'été dernier sur la Fuchs, alors là, on passera en secours. Donc il ne faut pas oublier que le secours, ce n'est pas le même prix que le normal, hein. Donc il faut faire attention, quoi. Donc c'est pour ça qu'en plus, il faut économiser l'eau. On a de moins en moins de ressources. Il ne faut pas oublier que le canal de Provence, l'année dernière, il a perdu 30% de ses ressources en eau. Et cette année, à mon avis, il ne doit pas être loin non plus. Donc il faut faire très attention aussi. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'abroger le contrat 93-23 et d'approuver le nouveau contrat s'y annexé, d'autoriser, monsieur le maire, le protocole de gestion, coordonner des ressources conjoints avec la CSP s'y annexé, d'autoriser, monsieur le maire, afin de prendre toute disposition et signer tout acte, tout document, tendant à rendre effective cette décision. Monsieur le maire. Merci, monsieur Cabri. Y a-t-il des questions? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Et je tiens encore à remercier les Cuersois quand même qui ont fait un gros effort au mois d'août l'année dernière. Et ça nous a permis de passer un été beaucoup plus tranquille. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des anciens maires et adjoints du Var. J'expose à l'Assemblée que l'association des anciens maires et adjoints du Var, dont le siège social se situe à Méhoun-les-Montrieux, 21-28 les Perrougiers, a pour objectif de défendre les valeurs de la République. Afin de contribuer aux frais liés au fonctionnement de cette association, qui regroupe des anciens élus varois, tous bénévoles, il est proposé aux membres du conseil municipal d'accorder une subvention exceptionnelle s'élevant à 150 € au titre de l'exercice 2023. Il est proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle de 150 € à l'association des anciens maires et adjoints du Var au titre de l'exercice 2023, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, M. Cabri, à charge de gestion courante au budget 2023. Y a-t-il des questions? Non. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui est pour? Je vous en remercie. Alors, j'ai eu deux questions, une de M. Chable et la seconde de Mme Ambrogio. M. Chable nous demande de bien vouloir prévoir de baptiser le nouveau rond-point de l'avenue Potonnier du nom de l'ancien maire, M. Gilbert Perugini. Je rappelle que la municipalité a décidé que les nouvelles rues créées à Cuers se verraient désormais attribuer des noms de personnalités locales, donc bien évidemment les anciens maires, et non plus de noms de personnes extérieures, comme cela a été le cas. Il en va de notre histoire et de notre mémoire. Nous sommes donc particulièrement attentifs à la mémoire de nos anciens dirigeants. Pour preuve, la plaque commémorative qui liste depuis la Révolution française tous les anciens maires de Cuers
que nous avons créé et qui est exposé à l'hôtel de ville. Pour ce qui concerne M. Gilbert Perugini, comme d'ailleurs les autres maires, je pense qu'il mérite davantage qu'un rond-point. Donc il est prévu et il va y avoir de nouvelles créations de rues et de routes, de donner les noms des anciens maires de Cuers. Voilà, M. Chable. Juste un rappel au règlement, ce n'est pas une question écrite, c'est une question orale en fait. Donc en fait, on doit la poser à l'oral. Ah bon, ben allez-y, lisez-la. Pardon, monsieur. Lisez-la. Il y a une fois, effectivement, je vous ai fait une question écrite. Donc Ouais, là-dessus, il n'y a pas de souci. Allez. Là, c'est juste un point de règlement, c'est une question orale. Voilà. Allez-y. Voilà. C'est juste ça, pardon. Oui, donc les travaux du nouveau rond-point situé au croisement de l'avenue Potonnier et du chemin des Caroubiers sont aujourd'hui entamés. Ils ont débuté par la démolition de la maison faisant l'angle et se terminent actuellement par la construction d'un véritable rond-point en lieu et place de l'actuel aménagement accidentogène et peu sécurisé. C'est l'ancienne municipalité de M. Perugini qui avait démarré ce projet par l'acquisition de la maison, dont la démolition récente a justement permis d'acquérir la surface nécessaire à ce nouvel aménagement. Gilbert Perugini est mort soudainement à la suite d'une longue maladie quelques semaines après la fin de son mandat pour rendre hommage à ses 2 mandats passés au service de la communauté et indépendamment des idées de chacun, dans la suite de la volonté de la mairie de nommer les nouvelles rues de Cuers par des noms de personnalités célèbres de notre ville, ne serait-il pas juste et légitime de nommer cette nouvelle réalisation à son nom? Je rappelle. Non, vous avez eu la réponse, ça vous. Voilà. On peut même faire le pôle à la limite. Hein. Ah, le pôle, il faudra qu'on inaugure les œuvres d'art. Madame Ambrogio, je vous laisse lire votre question. Oui, bonsoir. La deuxième réunion publique du jeudi 20 avril concernant le sens de circulation a démontré que le choix de la direction du sens unique sur l'avenue Maréchal Joffre pouvait faire débat. Des solutions pour inverser ce sens ont même été évoquées et présentées durant cette réunion. Lors de la première réunion d'octobre 2022, c'est un total de 6 scénarios de sens de circulation qui avaient été évoqués. Sur ce total, 2 avaient été présentés comme irréalistes et dangereux. Sur les 4 possibilités restantes, les habitants n'en connaissaient qu'une seule, la municipalité ayant décidé de manière discrétionnaire de juger celui à retenir sans présenter aux habitants l'ensemble des possibilités. Dans un intérêt d'information générale, ne serait-il pas judicieux de présenter les 3 autres scénarios afin de laisser les habitants le soin de juger eux-mêmes de la pertinence du choix municipal et surtout si un sens unique sur l'avenue Joffre dans l'autre direction avait été envisagé. Merci. Donc Madame Ambrogio nous demande de bien vouloir remettre à l'avis de la population les autres scénarios travaillés par les commissions extra-municipales et le CAUE et de tester pour à nouveau 6 mois un sens inversé de la rue Joffre avant de décider du plan de circulation défini avec la population. Je rappelle que l'objectif du changement de plan de circulation mis en test avait pour but de sécuriser le centre-ville aussi bien pour les voitures que pour les piétons que pour les cyclistes et les PMR. Même s'il y a eu des difficultés, et c'est normal qu'il y en ait eu, ce test est une réussite approuvée par le plus grand nombre. Il n'est donc pas question, pour ma part, de revenir en arrière et de tergiverser à nouveau. Cuers a trop souffert de la politique d'un pas en avant, un pas en arrière, et c'est cet immobilisme qui a eu pour conséquence un retard considérable de développement pour la ville et une dégradation significative de la qualité de vie des Cuersois. Et je ne verserai pas non plus dans le démagogisme en faisant semblant de soutenir les mécontents. En revanche, je reste bien entendu très à l'écoute, ouvert à toute demande et à toute proposition permettant d'améliorer le plan de circulation tel qu'il a été adopté. Mais il n'est plus question désormais de revenir en arrière. Je tiens à ajouter que ce nouveau plan de circulation a été un moment important de la démocratie participative à Cuers. C'est la première fois dans l'histoire de Cuers que la population a été consultée à une telle échelle et a eu la possibilité de s'exprimer librement. Je tiens à rappeler, car cela est conforme à nos engagements. Nous améliorerons Cuers avec les Cuersois et je les en remercie.
avant de clôturer la séance, je vais vous faire quelques communiqués. Pour commencer, vous le savez certainement, la foire de printemps à Cuers, c'est ce samedi 29. Elle fait son grand retour. C'est la 2e édition. Il y aura des animations, des expositions, un marché paysan, une ferme pédagogique. Cette manifestation, que j'espère emportera le vif succès qu'elle a eu l'année précédente. Il y aura aussi la découverte du monde agricole, parce que notre territoire est quand même un territoire agricole. Il y a plus d'une centaine d'exposants qui seront présents. Ils vont commencer à s'installer d'ailleurs demain après-midi avec les gros tracteurs, les gros engins agricoles. Et c'est une manifestation qui est attendue depuis 1 an. Je me rappelle quand mon père me disait, dans l'hôtel des négociants, il y avait tous les maquignons, avaient les chevaux, et c'était la foire de la région, voire du Var. Voilà, M. Domas, qui est plus ancien, l'a encore connu. Voilà. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à venir. Voilà, ça se passe samedi toute la journée, et à 10h, je ferai un discours inaugural. Dimanche 30 avril à 11h, je vous rappelle que nous célébrons la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation, avec un dépôt de gerbes au cimetière. Et samedi 6 mai à 20h30, il y a un spectacle de Jean-Marie Corbeil au Théâtre de l'Abattoir. Vous pouvez bien sûr trouver toutes ces informations sur les événements à venir sur nos supports de communication. Au fil des semaines, bien sûr, nous vous tiendrons informés. Je vous remercie et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. La séance du conseil municipal est levée.